Passe-moi le scalpel. Disco bombulateur. Tournevis cruciforme. Rune de déflagration. Pizza. Délicieux. Clé de 12. Plateau à pipe. Mais bien évidemment à pipe flamel, tu suis pas ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Tu n'es pas exactement une personne logique et cohérente selon ma base de données. Par contre, tu vas cesser de me parler ainsi, sinon je te fais manger ta clé de 12. Ok. T'énerve pas, Robocop. Bref, tu vas faire quoi avec ce canon portatif que tu fabriques? Bah je vais faire un golf, t'as rien compris ou quoi? Initialisation du protocole de Hagra dans 3, 2, 1. Ah d'accord, j'arrête. Mais toi aussi tu veux que je fasse quoi avec un gros canon à part tirer sur des trucs? Rien, franchement j'espérais juste que c'était toi le truc. Haha, très drôle. Non mais c'est pour du gros gibier. Et si tu te demandes quel genre de gibier on chasse au canon, imagine le genre qui fait plus de 5 mètres de haut avec une armure d'écailles et des griffes longues comme le katana de Sephiroth. Ah, je vois. Donc tu t'es décidé enfin à partir à la recherche du mystérieux signal qu'on a intercepté la semaine dernière. Je suis curieux de voir si tu finiras comme le chasseur ou la proie de cette aventure. N'aie crainte mon frère. Lorsque j'erre dans la vallée de l'ombre de la street, je ne crains aucun mal car je marche calibré. Et ouais l'équipe, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on s'attaque aux gros dinosaures dans la pièce. Sortez vos méga potions, vos corps de chasse, vos meilleurs poussins Y et vos épées lourdes en fémur de dragon. Cette fois on s'attaque à l'univers de Monster Hunter. Ouvre le portail Flamel. Bon, déjà pour ceux qui sont faux de la pièce et qui savent pas de quoi je parle ou qui voulaient juste taper Monster Truck dans la barre de recherche, Monster Hunter ça ressemble à ça. Certains pourront croire que c'est un jeu qui ressemble à ça. Par contre, ne vous méprenez pas, à haut niveau, Monster Hunter, c'est ça. Mais je vous demande de ne pas seulement juger ce livre à sa couverture, car sous ses chasses trépidantes et ses combats de boss remplis d'adrénaline, il s'agit d'un jeu bien plus profond qu'on ne pourrait le croire. Vous connaissez déjà la musique. Venez avec moi, je vais vous faire visiter ce monde rempli de merveilles sauvages. Seuls les vrais de vrais connaissent le village de Kokoto. C'est le point de départ du tout premier jeu Monster Hunter. C'est un hameau paisible entouré de forêts et de montagnes. Il sert de point de départ aux chasseurs novices, offrant un cadre rural et traditionnel. Son chef de village, un ancien chasseur, guide les nouveaux venus dans leur apprentissage. Kokoto est proche des collines verdoyantes, où rôdent des monstres iconiques comme le Rathalos. Ce village est un symbole de nostalgie pour la saga, et il revient également dans Monster Hunter Generations, pour les fans de la première heure. Le village de Poké, apparu dans Monster Hunter Freedom Unit, est un tout petit village enneigé, niché au pied d'une montagne glaciale. Isolé et rude, il dépend des chasseurs pour sa survie face aux menaces locales. Son chef, également un ancien chasseur, guide les nouveaux venus et leur confie des quêtes pour qu'ils puissent prendre le coup de main. Poké est connu pour sa source chaude, qui offre aux chasseurs le privilège de pouvoir se rincer l'esprit entre chaque mission, et aussi se rincer les yeux évidemment. Moga est introduit dans Monster Hunter 3. C'est un village de pêcheurs situé en bord de mer sur un archipel aux nombreux atolls et entouré d'une nature luxuriante. Ses habitants vivent en harmonie avec l'océan mais sont souvent menacés par de puissants monstres marins qui viennent troubler le calme de cette beauté insulaire. Son ambiance paisible contraste avec les dangers de l'océan. Cela n'empêche pas tous les chasseurs de la région de se spécialiser dans une branche dans laquelle très peu de chasseurs osent s'aventurer, le combat sous-marin. Affronter un crocodile géant sur la terre ferme, c'est un truc de bonhomme.
Par contre, plonger à 20 000 lieues sous l'océan pour lui casser le crâne à coups de marteau géant, c'est un tout autre niveau. La cité de Val Abar de Monster Hunter 4 est un grand bazar désertique servant de hub principal au début de l'aventure. Situé au cœur d'un désert aride, il s'agit d'un carrefour commercial animé où se croisent marchands, chasseurs et caravaniers. Contrairement au village traditionnel, Val Abar est une ville nomade en constant déplacement, où l'on prépare des expéditions avant de partir explorer le monde. C'est ici que le joueur rejoint la caravane, un groupe de voyageurs en quête de mystères anciens. Son ambiance exotique et marchande en fait un lieu unique de la saga. Le village de Berna, introduit dans Monster Hunter Generations, est un village montagneux aux influences alpines. Il se distingue par son ambiance paisible et son marché animé où les chasseurs peuvent se ravitailler. Son chef, un jeune garçon passionné, aide les chasseurs à explorer les styles de combat uniques qui n'ont jamais été vus ailleurs. Berna est relié aux autres villages emblématiques comme Kokoto et Poké, renforçant le lien entre les générations de chasseurs. Son rôle central en fait un carrefour important pour la recherche et l'apprentissage de ces derniers. Il y a à peu près 50 ans, la guilde des chasseurs a observé d'étranges phénomènes de migration de la part des dragons anciens du continent principal. Ils furent perplexes et curieux de comprendre pour quelles raisons ces créatures vieilles comme le monde se dirigeaient dans une direction où il n'y a que des océans et sûrement le bout du monde. Ben oui, à cette époque, les platistes étaient probablement une espèce dominante. Au bout d'un voyage naïf et incertain, les explorateurs sont arrivés sur une nouvelle masse de terre qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Nouvelle faune, nouvelle flore, climat inédit, peuple inconnu, créatures insolites. On se croirait presque sur Grand Line. N'est-ce pas, fan de pirates? Bienvenue dans le Nouveau Monde. Astera est le point de repère pour tout nouveau voyageur vers le Nouveau Monde et accueille également le quartier général de la commission de recherche où se réunissent tous les chasseurs, chercheurs et artisans. C'est un village que tous les chasseurs de Monster Hunter World connaissent comme leur poche. C'est un peu la safe zone qui vous servira de maison et de base d'opération dans vos aventures sur les régions inexplorées par le vieux continent. D'ailleurs, l'endroit a été construit par les flottes d'expéditions successives en démantelant leurs embarcations au fur et à mesure. C'est comme ça que le village s'est agrandi. Si on va un peu plus au nord d'Asteria, on arrive à la région du Givre éternel. C'est là qu'on trouve le village de Celiana, qui a été construit spécialement pour continuer les investigations de la commission de recherche dans le Nouveau Monde. Au sujet du Nouveau Monde, je pense que c'est le moment parfait pour un petit point Nébur. Nébur, ton avis sur la question? Fascinant, ce monde me rappelle une période clé de l'histoire qui commence avec un événement. Christophe Colomb, ce cher navigateur engagé par la reine et le roi d'Espagne, est en quête d'une nouvelle route commerciale en direction de l'Asie. Il décide de passer par l'océan et de faire le tour du globe. Cependant, quelle ne fut pas sa surprise quand il tombe sur un immense continent bien mystérieux. Voilà qu'il découvre l'Amérique, un peu comme les habitants de Monster Hunter qui découvrent un nouveau monde. En réalité, on ne pourrait pas parler de découverte car l'Amérique n'est pas vide de civilisation et d'humains. Les populations indigènes sont présentes depuis des millénaires. Il faudrait plutôt parler, comme le précise l'historien Patrick Boucheron, de rencontres entre deux mondes qui s'ignoraient. Mais attends, pourquoi on a parlé de découverte de l'Amérique alors? Simplement parce que découvrir, c'est nommer, et nommer, c'est affirmer que la chose découverte n'existait pas avant. Quand Christophe Colomb arrive, il nomme les lieux. San Salvador, Hispaniola, Isabela, cela donne un droit à conquérir. L'idée même de découverte implique la colonisation. Dans Monster Hunter World, la découverte se pense comme la réponse à un mystère que la science doit résoudre. Néanmoins, en s'y implantant, la guilde des chasseurs ne cherche-t-elle pas déjà à conquérir? Conquérir ces monstres, ces ressources? Bref, je laisse Dany et Flamel juger de cela. Nous avons une émission à finir, mon cher Daniel. Donc, nous souhaitons à tout le monde bon courage avec le Giginox. Désolé, Nébur m'a filé des sueurs froides juste en parlant du Giginox. Ah, cochonnerie, bref. J'avoue que ce monstre est vraiment très peu ragoûtant. Il aurait pu s'abstenir. Mais revenons à nos régions. Le dernier village introduit dans le Nouveau Monde est celui de Kamura. C'est un village inspiré du Japon féodal, connu pour ses forgerons et ses chasseurs ninjas. Situé au pied d'une montagne, leurs légendes parlent d'un événement nommé le Fléau, où des vagues de monstres descendent de la montagne et déferlent sur le village. On y retrouve beaucoup de monstres inspirés des yokai et de l'imaginaire japonais. C'est un endroit super cool parce que là-bas, les chasseurs sont accompagnés de chiens ninja et utilisent des insectes grappins pour virevolter dans les airs, comme les persos de l'attaque des titans. Enfin, il existe des lieux dans le monde de Monster Hunter qu'on nomme les frontières. Les frontières sont des lieux qui sont principalement développés dans le MMORPG nommé justement Monster Hunter Frontières. On ne sait pas grand-chose sur ces endroits inexplorés de la carte, hormis qu'ils grouillent de monstres et de créatures en tout genre que les scientifiques n'ont jamais pu observer.
De nombreux chercheurs de la guilde lancent régulièrement des expéditions pour explorer les mystères des frontières, mais beaucoup de choses restent à découvrir dans un monde aussi vaste que celui-ci. Comme vous le voyez, dans ces jeux, on a affaire à une grande diversité d'espèces vivantes, et les humains ne sont ni les seules créatures civilisées de la planète, ni les premières. Et quelle civilisation! C'est bien la peine d'inventer un système décimal pour les chiffres si c'est pour finir par compter avec leurs pouces et leurs pieds. Enfin bref, je suis curieux de savoir quelles civilisations vivantes ont pu côtoyer les humains sans sombrer dans la démence. Commençons par le début. Le peuple le plus ancien de Monster Hunter, c'est celui des Wyverniens. En fait, ce sont des humanoïdes qui entretiennent un lien généalogique avec les Wyverns, qui sont grosso modo les dragons de l'univers de Monster Hunter. Ils sont dotés de 4 doigts, une paire d'oreilles pointues, et ils vivent incroyablement longtemps. Imaginez-les un peu comme des elfes en fait. D'ailleurs, ils sont également connus pour être très instruits, avec une culture éclectique très proche de la nature. On sent chez eux une grosse inspiration de la culture orientale, que ce soit pour leurs habits qui sortent de l'ordinaire, ou un bon nombre de leurs équipements qui ne sont pas sans rappeler les histoires du Japon féodal. Comme par hasard, c'est chez ces bons vieux Wyverniens qu'on trouve les premiers récits des chasseurs de monstres. Apparemment, tout a commencé alors qu'un dragon à une corne terrorisait un village. Après avoir goumé 2 ou 3, ou même 14 villageois, les Wyverniens en ont eu marre du dragon et ont décidé de lui faire bouffer ses dents. Lorsque le héros du village a brisé la corne du monstre et s'est mis à la brandir comme une épée aux yeux de tous, les témoins de ce spectacle ont vu naître un rêve commun, celui de devenir le roi des pirates. Enfin, un chasseur de monstres. Vous avez compris l'idée, quoi. Sachez une chose, les humains de Monster Hunter n'ont rien à voir avec les humains classiques. Alors certes, on partage un passé commun de guerre, de colonisation et d'exploitation des ressources naturelles. Mais ne vous méprenez pas, on n'est clairement pas taillé dans la même roche qu'eux. N'oubliez pas un truc, on vit clairement pas dans le même monde qu'eux. Ces gens-là mangent des steaks de dinosaures, des œufs de dragon pochés, des tartares de léviathan. Posez-vous 5 minutes et juste imaginez la prise de masse. Comment ne pas se prendre pour un personnage de Baki? On rajoute à ça le moment d'anthologie où un de ces fameux humains sous stéroïdes a probablement dit dis Philippe, tu vois ce dragon montagne là-bas? Celui qui vient d'écraser la maison des frères Michel? Ouais, je le vois. D'ailleurs, il vient vers nous. Ah d'accord, ok. Non, parce que moi je vois mon nouveau bateau. Et c'est justement parce qu'il y a des gens fous comme ça que la guilde des chasseurs existe. Enfin, c'est quand même des fous certifiés de plusieurs diplômes et autorisations de chasse, appuyés par des années de formation et d'expérience. Donc je crois que ça passe. Et oui, chasseur de monstres, c'est un métier très réglementé. Et c'est justement la guilde qui se charge de la formation et de l'administration de ce groupe de combattants de l'extrême. Alors tout le monde n'est pas chasseur dans le monde de Monster Hunter. C'est même un métier relativement peu exercé, en raison du taux de mortalité bizarrement élevé. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui n'ont jamais vu de monstres de leur vie, ce qui montre quand même le travail de folie que les chasseurs font. Au vu de ce qu'on a dit précédemment, vous vous doutez certainement que le monde de Monster Hunter grouille de monstres et de créatures en tout genre. Alors on trouve majoritairement des wyverns qui sont des créatures reptiliennes avec de nombreux aspects qui peuvent faire penser aux dragons plus classiques. À côté, on retrouve d'autres groupes comme les léviathans, les bêta-crocs ou les carapacéons qui ressemblent à des arthropodes. Au sommet des catégories de monstres, cela dit, on trouve ce qu'on appelle les dragons anciens. Chose très importante à savoir, c'est que les dragons anciens ne sont pas obligatoirement des dragons à proprement parler. Pour entrer dans ce cercle très fermé, il faut qu'une créature soit suffisamment puissante pour causer des cataclysmes naturels et altérer son écosystème au point de le dominer entièrement. Petite mention pour une catégorie de monstres un peu spéciaux, puisque c'est l'un des rares groupes auxquels la guilde fait systématiquement appel pour servir aux chasseurs d'alliés infaillibles et leur apporter du soutien émotionnel en toute situation. Ce sont les félines. Non mais sérieux, ils sont pas trop mignons? Regardez, ils ont même des petites armures avec des petits casques pour leurs petites têtes toutes choupies, c'est trop cool. Danny, arrête de faire l'imbécile, on a de la visite. Mon scanner détecte une créature de très grande taille qui se dirige rapidement vers nous. Je capte également des traces de l'artefact qu'on est venu chercher. On dirait que ta proie t'a trouvé en premier. Ironique, non? On dirait qu'il est en avance. Ouh là 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 là, il est beau celui-là, Flamel. Que dit le Pokédex? Devil Joe. Le Devil Joe est un monstre nomade. Il a tendance à errer sur de longues distances à la recherche de proies. Son statut de super prédateur lui permet de traverser le territoire de n'importe quel monstre qui se dresse sur son chemin, ce qui ne l'empêche pas d'entrer en conflit régulièrement avec d'autres monstres. En raison de la quantité extrême d'énergie dont son corps a besoin, le Devil Joe a constamment faim. Cela accroît grandement sa force et son agressivité. Viens par là, petit. Ce n'est pas très efficace. Merde. J'arrive pas à charger le canon suffisamment pour percer sa cuirasse. Bon, c'était prévisible de toute façon. Mais on pourra pas lui faire mordre la poussière aussi facilement. Il faut qu'on aille tout de suite au point de rendez-vous récupérer mon arme secrète. J'ai déjà verrouillé les coordonnées de déplacement. Puis-je suggérer de mettre tempête? Parfait. Joseph, celle-là elle est pour toi.
Si j'ai suivi jusqu'ici, on parle d'une civilisation humaine qui lutte contre des monstres qui n'est pas suffisamment développée pour créer des androïdes. Comme c'est primitif. Perso, je trouve que forger les restes d'un dinosaure ancestral pour en faire une arme destinée à abattre des générations entières de dragons en tout genre, c'est plutôt métal. Mais bon, je vois bien que ça te passe au-dessus du processeur, mon cher ami. Tu n'as pas compris la réelle signification du grind. Quelqu'un a parlé de grind? Yo Knive, tu arrives au parfait timing. Pourquoi m'as-tu demandé de venir en ces lieux? Bien, c'est très simple. Il y a quelques jours, j'ai capté des signaux qui m'indiquent la présence d'un artefact technomagique dans cette dimension. On n'a pas vraiment encore pu confirmer sa nature, mais Ça nous rapproche de la chute du tyran de fée ou pas? ça devrait nous aider en effet, même si je peux rien te promettre, je suis pas trop... N'en dis pas plus, Prometheus. On y va. Ah, j'en attendais pas moins de toi, maître Knive. On va grinder jusqu'au sommet. Dans tous les jeux Monster Hunter, le joueur démarre en tant que jeune chasseur inexpérimenté, souvent envoyé dans une région inexplorée ou un village ayant besoin d'aide. Dans Monster Hunter 3 par exemple, le chasseur est envoyé par la guilde dans le village des pêcheurs de Moga après que les habitants se soient cotisés pour payer les services d'un chasseur professionnel. Sa mission est d'enquêter sur des violents épisodes de séisme qui seraient selon les rumeurs locales causés par un monstre marin. Le chasseur commence toujours par des missions simples, traquer des petits monstres, collecter des ressources et apprendre les mécaniques du jeu. Peu à peu, le jeu lui permet de monter en grade et d'affronter des créatures plus puissantes, ce qui lui permet d'améliorer son équipement. Plus son rang augmente, plus le joueur obtient les autorisations et le matériel nécessaire à des quêtes beaucoup plus dangereuses, ce qui donne un système de progression fluide tout en restant très engageant par rapport au scénario. Au fil des quêtes, le chasseur progresse et finit toujours par discerner des anomalies dans le fonctionnement de l'écosystème local. Des monstres qui traînent hors de leur habitat naturel, des traces de créatures inconnues, des phénomènes météorologiques anormaux. C'est un peu l'élément déclencheur puisque c'est à ce moment-là que le chasseur confirme la présence d'un grave danger. C'est là qu'il détermine l'ampleur de la menace qu'il va affronter tout au long de l'intrigue. Petit à petit, notre chasseur commence à se mesurer aux créatures qui trônent au sommet de la chaîne alimentaire dans sa quête pour rétablir l'ordre. Avec son équipement de plus en plus puissant et l'inestimable savoir qu'il a acquis tout au long de ses combats, il parvient à se mesurer aux cataclysmes que sont les dragons anciens et les monstres de leur acabit. Ce n'est pas juste un gain de puissance, mais un gain de sagesse. Chaque pas rapproche de plus en plus notre héros du sommet et de ce qu'il doit incarner en tant que chasseur qui met sa vie en jeu à chaque affrontement. Après avoir étudié toutes les informations à sa disposition et forgé les équipements capables de combattre n'importe quelle terreur, le chasseur s'engage enfin dans un combat épique contre la menace à l'origine de tous les bouleversements. Kaiju, abominations préhistoriques, divinités sauvages, créatures mythiques. Rien n'est hors de portée pour celui qui a sans cesse gravi les échelons de la chaîne alimentaire et qui ne se bat pas contre le monde, mais avec le monde. Au fil des opus, les jeux de la saga Monster Hunter ont beaucoup travaillé à restituer une expérience vivante et immersive. En dehors des mécaniques de hack and slash courantes telles que l'utilisation de différentes armes, une liste d'attaques prédéfinie pour chaque monstre, beaucoup d'éléments de gameplay ramènent à ce qu'on pourrait facilement trouver dans un jeu de survie. Le système de fabrication est très approfondi, qu'il s'agisse de confectionner des ressources pour votre arc périlleuse, ou des armures et des armes ultra stylées pour faire jeu égal avec les monstres. Si vous partez en mission dans un climat polaire, il vous faudra des breuvages chauds pour vous réchauffer. Et si votre destination c'est plutôt un désert ou un volcan, pensez à prendre quelque chose de frais. Sinon vous verrez vos points de vie fondre comme neige au soleil. Même votre alimentation intervient dans les mécaniques de jeu. Pensez bien à prendre un repas équilibré avant chaque track pour profiter de bonus qui deviendront déterminants dans les missions les plus dures. En parlant de difficulté, l'une des parties les plus fascinantes de Monster Hunter est sans doute son aspect hautement coopératif. Les monstres deviennent plus forts selon le nombre de participants dans les quêtes et ça devient un vrai travail de coordination de s'organiser avec ses alliés pour vaincre les monstres de la manière la plus efficace. Ou la plus marrante. Depuis Monster Hunter World, il existe un système de fusée de détresse que vous pouvez lancer après avoir combattu un monstre suffisamment longtemps pour voir d'autres joueurs aléatoires débarquer à votre rescousse. Cet opus a apporté d'autres améliorations qui sont venues renforcer l'aspect interactif du jeu. Un nouvel outil pour pister et détecter les traces de monstres. Une fronde qui permet de lancer des objets ramassés à la volée tout en servant de grappin. La capacité à communiquer avec certains monstres pour qu'ils vous servent de monture temporaire. Tout est fait pour nous plonger dans un monde sauvage foisonnant. Au cours des quêtes de plus en plus difficiles, on finit par comprendre une leçon. Le voyage semé d'embûches d'un chasseur ne finit jamais dans le repos. Vous et vos alliés aurez toujours des monstres à combattre et des dangers à affronter. Mais la quête du sommet est bel et bien une poursuite sans fin. Une traque qui nous enseigne beaucoup plus sur les êtres que sur leur destination. Telle est la voie du chasseur de monstres. Je sais qu'on a évoqué les mécaniques de jeu tout à l'heure, mais il faut absolument dissocier l'histoire de Monster Hunter de la boucle de gameplay que le jeu met en place pour être agréable. Mettons un peu de côté l'idée de bracoder toute une génération de bébés dragons pour faire un nouveau sac à main. En lisant entre les lignes, on constate que l'histoire de Monster Hunter nous met dans la peau d'une sorte de ranger, un gardien de la nature qui a agrandi ses connaissances en la matière pour permettre un équilibre fragile. Il faut être capable de discerner le moment où on doit protéger une vie et le moment où il est nécessaire d'en prendre une. Le lien que les chasseurs entretiennent avec leur proie est teinté d'honneur. L'affrontement est ultimement inévitable dans un match pour la survie.
Lorsque les chasseurs abattent leur proie, ils ne gaspillent rien du tout. Ils se nourrissent de la chair. Ils construisent avec les os. Ils transforment les peaux en cuirasse et les crocs en lames. Ils s'imprègnent de la puissance des créatures défuntes et se partent de leurs attributs pour gagner la force de protéger les leurs. Pour les chasseurs, il s'agit d'une marque de profond respect. Un témoignage qui rend justice à l'âme d'une vie défunte. Au passage, c'est pour cette raison que les armes et les armures des jeux octroient des bonus et des capacités directement liées à la symbolique de chaque monstre. Certaines armures apportent même un bonus unique lorsque le joueur porte une panoplie complète. En vrai, c'est comme si le monstre devenait votre esprit protecteur en fait. Votre stand quoi. Les monstres de ce monde sont des allégories de la nature dans toute sa splendeur et son imprévisibilité. Chaque monstre est parfaitement intégré à son écosystème, avec un comportement, une hiérarchie et un territoire défini. Certains monstres font preuve de caractéristiques spécifiques comme des dysmorphismes sexuels. D'autres se déclinent sous une impressionnante variété de sous-espèces. D'autres encore entretiennent des relations précises avec leur écosystème, ce qui peut donner lieu à des comportements sociaux comme une organisation en meute ou à des guerres de territoire. Ils symbolisent une nature florissante, changeante et indomptable, que l'humanité doit comprendre et apprivoiser pour dépasser ses limites. On ne peut pas craindre un monde que l'on apprend à connaître et, petit à petit, au-delà des certitudes, c'est bien le sentiment de peur et d'inconnu qui finira par fleurir en émerveillement. Il y a des traces de lutte ici et des grosses flaques de salive. Ah, Burk, on dirait du sang de xénomorphe. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Danny. Ah, j'ai la flemme, commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que mes scans ont pu confirmer la nature de l'artefact qu'on est venu chercher. Ne me dis pas qu'on en a enfin trouvé une. Eh bien si, il s'agit bel et bien d'une des cartes mémoire qui appartenait à Margolox, mais apparemment, la personne qui s'est retrouvée ici avec n'a pas vraiment eu beaucoup de chance. Comment ça? Attends, ne me dis pas que la mauvaise nouvelle c'est... Ah non, merde. La mauvaise nouvelle, c'est que la carte se trouve dans le ventre de ce monstre. Non mais attends, c'est facile. On n'a qu'à attendre qu'il... tu sais, aille au petit coin et libère le kraken. Danny, on n'est pas dans Jurassic Park. La salive des Devil Joy est suffisamment corrosive pour attaquer l'armure des chasseurs de monstres chevronnés. La carte a beau être une relique de la civilisation antique, elle pourrait être définitivement endommagée par les sucs gastriques de ce tyrannosaure sous cocaïne. Si tu captes encore le signal, ça veut dire qu'on a une chance. On n'a pas de temps à perdre. Dirigeons-nous vers la conclusion de cette chasse. Oh! Ah! Ça commence toujours comme ça. Et puis après on entend des sauf qui peut, et puis des hurlements et des cris. Arrête de te prendre pour le docteur Ian Malcolm. Tu fais honte à Michael Crichton et à Spielberg là. Ouais bon, casse pas mon délire. Rabat-joie. De tout ce dont tu as parlé, l'élément le plus intéressant de Monster Hunter, c'est quand même son éventail de monstres au design à la fois originaux, fascinants et terrifiants. Eh oui, ces forces de la nature sont capables de causer de sérieux dégâts. C'est totalement normal de craindre pour sa vie. Je dirais même que celui qui n'a pas de crainte envers ce genre de créatures n'a pas vraiment la lumière à tous les étages. Dans le jeu, de nombreuses légendes et archives racontent l'histoire de villes et d'infrastructures totalement rayées de la carte par les attaques de ces colosses. Sincèrement, vous faites quoi lorsque vous avez inventé de nulle part une arme gigantesque, juste pour empêcher les monstres d'assiéger votre ville, et qu'un énorme dragon se pointe discrètement, vole accidentellement l'outil qui a été créé pour l'abattre, et repart avec l'arme collée à son dos, comme s'il venait s'acheter un nouveau sac d'Ora l'exploratrice. On bat des records d'ironie là. Ne me lance même pas sur la fois où un seul dragon venu des profondeurs de la planète a réussi à démarrer une épidémie de vampirisme sur tous les monstres les plus chauds de sa région. Les monstres sont un obstacle très dur à surmonter. Entre les dragons noirs aux yeux rouges, les tortues volcans et les gorilles en Super Saiyan 3, oui c'est bien ce que j'ai dit, on comprend facilement en quoi ils représentent un péril pour les civilisations. Mais en réalité, le péril vient surtout du fait que ces civilisations manquent de connaissances sur les fameux monstres. Au départ, personne ne savait comment s'en prémunir, ou même comment éviter de croiser la route des monstres. C'est à ce désespoir et aux nombreux besoins sous-jacents que les études de la guilde apportent une solution. Après tout, à partir du moment où on se met à comprendre un monstre, il n'en est plus un. Comprendre pour vaincre, pour dépasser. C'est peut-être ça la plus grande réussite des habitants de ce monde. Être parvenus à transformer leurs obstacles en force. La saga des Monster Hunter pose une question centrale. Sommes-nous vraiment les héros ou de simples acteurs de cette histoire? Les monstres sont en réalité loin d'être de simples créatures maléfiques. Ils suivent leurs instincts, défendent leur territoire, et parfois c'est justement l'homme qui envahit leur habitat pour ses propres desseins. Les développeurs de Monster Hunter ont apporté un soin particulier à la création de monstres logiques, cohérents, et cela s'appuie sur de nombreuses recherches allant de la physiologie et les procédés biologiques de chaque créature, jusqu'à leur symbolique dans les récits de l'humanité. Ajoutez à cela des monster design aussi marquants qu'évocateurs, et vous avez la recette d'un vrai banger. Parmi le nombre incalculable d'exemples, on peut citer le fait qu'aucun monstre associé à l'élément de la foudre n'est vraiment capable de contrôler la foudre. La seule et unique exception est celle du dragon ancien que l'on nomme le Kirin. Cette magnifique créature équestre tire son origine dans la mythologie japonaise et est capable de faire tomber des éclairs grâce à sa volonté seule. En dehors de ce monstre exceptionnel, il n'en existe strictement aucun capable de recréer l'exploit du dragon ancien, et ils se retrouvent tous à user de moyens détournés comme la friction, l'absorption,
l'électricité statique ou des organes hautement spécialisés pour manifester leur pouvoir foudroyant. Cela est aussi vrai pour beaucoup de créatures d'autres éléments. Derrière chaque capacité insolite des monstres, il y a un raisonnement logique qui mène à une explication quasi scientifique. C'est justement cette science que tous les chasseurs de monstres étudient et qui les amène à la compréhension de leur environnement. En fin de compte, Monster Hunter ne glorifie pas juste l'art de la chasse. Il met en avant la nécessité de comprendre la nature pour la surmonter et pouvoir vivre en paix avec elle. Chaque traque est une leçon, chaque monstre une incarnation d'un savant équilibre à respecter. Le vrai chasseur doit distinguer l'instinct de la raison et veiller à faire preuve de discernement dans ses actions. S'il ne le fait pas, il devra se souvenir d'une chose. Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas en devenir un lui-même. Si les habitants du monde de Monster Hunter parviennent à prospérer, c'est parce qu'ils relèvent chaque défi que la nature leur impose. C'est à force d'ingéniosité, de courage et de persévérance qu'ils ont pu mettre le pied sur leurs barrières et s'en servir comme tremplin. Il ne faut pas oublier que c'est grâce au travail des chasseurs, des travailleurs et des chercheurs que la société trouve le moyen de repousser des nouvelles frontières pour s'étendre vers des horizons plus prospères. Chaque monstre vaincu est un pas pour un monde en progrès. Chaque monstre sauvé est un bond vers un monde meilleur. Cible en vue à 8 heures. Distance avant impact, 40 mètres. On fait quoi? Ok, voilà ce qui va se passer. Je vais placer la fausse piégée et les explosifs sur notre position actuelle. On va tenter une prise en tenaille en le contournant par les flancs. Je lance une salve de tir de couverture sur le monstre. Pendant ce temps, Flamel, tu sers de pivot central pour l'attirer vers le piège à coups de bombe flash. Toi, Naïve, t'arrives au corps à corps et tu lui fais goûter ta meilleure salade de phalange, ok? Ça ressemble à un bon plan. Tu vois quand tu décides d'arrêter de faire l'enfant. Bon, t'en penses quoi, Naïve? Naïve? Attends. Il est où, Naïve? Repose en paix, Devil Joe. Mamba Mutenryu. Nayakiba. Mais attends, tu pouvais faire ça là depuis le début? Je savais que t'étais chaud en combat, mais depuis quand t'es capable de transformer des monstres en shish kebab? Tu nous as fait un tomate salade oignon sauce blanche supplément barbac, chef! Je ferai ce qu'il faut pour abattre Margulox. Oh, je vois que monsieur est entouré de Snake, comme Raiden. En tout cas, c'est parfait comme déco. Je vais pouvoir prélever la poche à énergie dragon de ce Devil Joe pour overclocker mon canon runique et le transformer en véritable joujou de compétition. Sinon, tu peux aussi te recentrer et récupérer ce pourquoi on est là. T'as vraiment aucune capacité d'attention. On dirait le chien dans là-haut. Oui, j'y viens. Ah, la voilà, si douce, si brillante, si petite. Je me demande vraiment comment on arrive à faire tenir autant d'informations ancestrales sur un si petit dispositif. Je suis sûr qu'avec un système d'intrication quantique là-dessus, on pourrait vraiment faire du sale. Il faudrait trouver un moyen d'ioniser les fluides sortants sans créer un paradigme alternatif, en fait. Messieurs, trêve de jargon technique, on fait quoi avec cette carte? Alors ça, c'est un petit secret dont je te parlerai un peu plus tard si tu veux bien. On ne doit pas perdre une seconde si on veut couper l'herbe sous le pied de ce gouvernement tyrannique. Pour l'instant, tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une fois que j'aurai fini de bidouiller ce petit bijou, Margulox devra faire gaffe à ses petites fesses métalliques.